Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'emprise parentale et grand-parentale. L'emprise parentale ou grand-parentale, elle se traduit sur l'enfant à travers trois comportements. Le premier type de comportement d'enfant sous emprise, c'est la reproduction de la violence. L'enfant peut imiter le parent violent ou le grand-parent violent et manipulateur par le dénigrement, la culpabilisation, les menaces, le chantage. Ce sont des comportements évidemment qui ne reflètent pas une personnalité, mais bien un comportement de survie. Et ce comportement de survie, ce sera le combat face à l'insécurité générée par les attitudes du parent violent ou du grand-parent violent. Il est donc inapproprié de dire à l'enfant évidemment qu'il ressemble à l'autre parent ou au grand-parent. Par exemple, l'enfant peut affirmer une préférence pour le parent ou le grand-parent violent, voire une idéalisation. Il peut au contraire traumatiser la moindre erreur du parent ciblé par la violence du parent violent ou du grand-parent violent et le culpabiliser pour ses erreurs. Si l'enfant se montre indifférent ou s'il adopte des paroles violentes de l'autre parent, cela peut être un comportement de survie et non une personnalité. Ça peut être aussi du chantage affectif, des menaces d'abandon de la part du parent manipulateur qui amène l'enfant à ce type de comportement. Parfois, l'enfant sous emprise peut menacer de se suicider, faire un geste d'auto-agression. Et là, il peut exprimer une colère et qu'il est important de lui apprendre à canaliser. Par exemple, taper sur un coussin ou faire un dessin. Toute expression physique de son ressenti peut l'aider à diminuer les hormones du stress qui sont très importantes étant donné son état d'insécurité sous-jacent au comportement combatif. On peut remarquer aussi une hyperactivité mentale ou physique. Et donc, il est important de l'aider à canaliser son énergie pour ne pas qu'il s'épuise ou épuise son entourage dans cet état d'hyperactivité. Les hormones du stress peuvent aussi l'amener à des comportements à risque, à pratiquer des activités à 100 à l'heure qui peuvent être dangereuses pour lui ou trop rapides par rapport à son état. Alors, il est important de l'aider à s'intérioriser, à identifier ses émotions et ses besoins. Le parent, le grand-parent qui exerce l'emprise, exerce ainsi son pouvoir à travers l'enfant au-delà de la séparation afin de détruire l'autre parent ou son enfant à travers les petits-enfants. Parfois, c'est sous l'effet de la peur des représailles ou la peur du retrait d'amour que l'enfant sous emprise se comporte ainsi. Ou au contraire, ça peut être parce qu'il est mis sur un piédestal, parce qu'il est acheté par une quantité énorme de cadeaux. Ce parent peut en effet valoriser plutôt les apparences, la force plutôt que la sensibilité et une attitude humaine. L'enfant peut être évidemment séduit par cette séduction et ça peut contribuer à l'emprise. Parfois, l'enfant sous emprise d'un parent ou d'un grand-parent manipulateur peut exprimer cela par une autre attitude, c'est la fuite. Il fuit la relation, il fuit le dialogue, par exemple dans des jeux vidéo. Une troisième possibilité, c'est le figement, le mutisme. L'enfant se replie, par exemple, il se replie dans sa chambre et ne parle pas. Ainsi, ne risque pas finalement des représailles, car il craint les représailles du parent ou du grand-parent manipulateur qui exerce l'emprise s'il s'ouvre aux parents victimes et établit un dialogue. Que faire face à l'emprise? Premièrement, on peut faire une activité agréable qui libère le stress et qui peut aider l'enfant à s'apaiser. Une deuxième possibilité, c'est de rappeler à l'enfant qu'il n'est ni coupable ni responsable des problèmes entre les parents ou entre les parents et les grands-parents. Et il peut ainsi davantage s'apaiser, rendre la responsabilité aux parents ou aux grands-parents. S'il est amené par le parent violent à devoir choisir entre ces deux parents, ce qui est évidemment insupportable, il est essentiel
de lui dire qu'il a le droit de ne pas choisir, qu'il a le droit d'être lui-même. Troisièmement, il est important d'aider cet enfant à prendre conscience de son ressenti, notamment les peurs qui sont sous-jacentes à ses comportements soit agressifs, soit fouillants, soit figés, en l'aidant à se connecter à son ressenti, à ses émotions et à ses besoins. Une activité physique, une activité ludique et agréable peut l'aider à se reconnecter à son corps, à son ressenti. Le parent qui est ciblé par la violence peut aussi légitimer les émotions de l'enfant, ses besoins, car souvent le parent ou le grand-parent manipulateur peut lui dire que ses émotions sont de la faiblesse, qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses besoins. Par exemple, si l'enfant pleure ou si l'enfant exprime qu'il a besoin de sécurité, d'amour. Mettre une limite à l'envahissement est important aussi. Par exemple, accepter quelques cadeaux, mais pas la montagne de cadeaux que l'enfant a pu recevoir. Il est essentiel de se sécuriser soi-même en tant que parent, objet de la violence, pour être capable de co-réguler les émotions de l'enfant. Le parent, quand il a un enfant encore petit, a la responsabilité de la co-régulation des émotions de l'enfant, et ça passe par exemple, le câlin ou un mot d'apaisement. Et donc, ce parent qui est ciblé par la violence peut s'apaiser, par exemple, en expirant profondément, en étant bien ancré dans son corps, dans son environnement, si l'enfant manifeste des paroles ou des actes violents. Le parent victime peut aussi offrir un cadre bienveillant mais ferme à l'enfant sous emprise en lui mettant des limites au niveau des horaires, au niveau de l'usage des écrans, de l'emploi des mots violents, au niveau du respect des règles et des tâches qui correspondent à son âge. C'est important pour l'enfant d'avoir un autre modèle que celui du parent ou du grand-parent manipulateur, car si ce parent peut incarner un autre modèle en étant en sécurité et donc capable de dialogue, mais ferme dans son cadre, dans la bienveillance, eh bien cet enfant peut alors être tenté de pouvoir adopter certains comportements du parent ciblé plutôt que finalement d'idéaliser le parent violent. Il peut ainsi prendre du recul par rapport au comportement violent ou aux représailles et faire ses choix en grandissant grâce au fait qu'il a deux modèles et non finalement un seul, celui du parent violent, qui est alors considéré comme finalement le seul point de repère de l'enfant qui finalement est normal. Hein. Quand un enfant n'a qu'un seul point de repère, pour lui c'est la normalité. Si l'enfant manifeste des comportements tyranniques, il est important de lui dire qu'il peut avoir un point de vue, mais qu'avoir un point de vue différent, cela ne veut pas dire imposer son point de vue. Donc c'est ainsi qu'on peut, dans une attitude démocratique, hein, comme je ne l'ai pas expliqué dans une autre vidéo, accepter que l'enfant se différencie, mais en étant en état de sécurité, et donc donner à l'enfant un modèle de parent sécure qui est capable d'accepter la différence. Maintenant, s'il y a de la violence, eh bien là, on peut envisager une sanction qui ne soit pas une punition, mais l'occasion d'apprendre à l'enfant quelque chose sur lui-même. Et donc, il est important de ne pas laisser passer ces comportements. C'est montrer ainsi à l'enfant que nous nous respectons et que l'enfant peut aussi apprendre à se respecter tout en respectant les autres. Être ferme et exprimer les choses avec autorité n'est pas être autoritaire. L'enfant a besoin de limites bienveillantes pour se sentir protégé et en sécurité. Une autre possibilité est de lui expliquer combien c'est important de respecter les règles pour être bien ensemble, pour vivre en communauté. Éduquer l'enfant sous emprise aux valeurs humaines peut être une voie de résilience pour l'enfant. Ce cadre bienveillant peut le sécuriser et l'aider à lâcher ses comportements de survie avec l'expérience.
Un dernier point, c'est de valoriser les comportements respectueux, altruistes et la vulnérabilité de l'enfant s'il exprime une émotion ou un besoin. Ça peut l'aider à ne pas s'identifier en grandissant à l'agresseur. Rétablir la vérité sur les faits face aux mensonges, à la manipulation qui concerne l'enfant, eh bien c'est très important aussi pour réduire l'emprise visant à dénigrer le parent cible, que ce soit de la part du parent ou du grand-parent manipulateur. Les déformations de souvenirs en font partie, les déformations de l'histoire de vie de l'enfant. Veillez à avoir accès à l'information concernant les activités et les soins de l'enfant est important également pour justement pouvoir bien maintenir ce dialogue avec l'enfant et connaître l'effet de sa vie en dehors de sa présence chez le parent victime. Rappelez à l'enfant qui n'est pas un intermédiaire, qui n'est pas concerné par les problèmes entre les parents et les grands-parents, permet de rétablir son sentiment de sécurité. Enfin, limiter les contacts téléphoniques ou par écran permet de préserver l'intimité avec l'enfant, un cadre sécurisant pour l'enfant, car très souvent le parent ou le grand-parent manipulateur envahit finalement la vie chez le parent victime à travers ces moyens technologiques, ou bien parfois même il se présente au domicile du parent qui reçoit l'enfant sous n'importe quel prétexte, et là évidemment c'est important de s'en référer au jugement par rapport à la garde, par rapport au moment où l'enfant est chez l'un ou l'autre parent ou chez les grands-parents. Donc cette emprise parentale et grand-parentale peut être très nocive pour le développement de l'enfant et entraîner toute une série de comportements de survie qui peuvent bloquer son développement, que ce soit émotionnel, relationnel, parfois même sa réussite scolaire, et donc il est très important de veiller à l'en protéger à travers de la contre-manipulation, mais aussi une relation sécure avec lui. Et donc en tant que parent, objet de la violence, c'est très important de prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins, prendre soin de ses émotions et se donner du temps pour soi. Ça c'est essentiel parce que face à l'emprise de l'autre parent ou du grand-parent sur l'enfant, le parent ciblé peut s'épuiser et il a besoin de ressources pour faire face à tout cela. Et cela suppose évidemment de se donner du temps pour soi, un espace pour soi, s'autoriser finalement à être bienveillant vis-à-vis de soi-même, de se mettre un cadre et des limites à soi-même par rapport à ses exigences de performance ou ses exigences de don de soi. Donc cette possibilité d'aider l'enfant, ça commence par soi-même, s'aider soi-même dans cette situation très douloureuse finalement, qui peut durer des années, parfois jusqu'à l'accès à l'âge adulte de l'enfant et de l'adolescent. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages, ou bien les pervers narcissiques, récits et témoignages, où je donne aussi des exemples d'enfants sous emprise, et donc ça peut vous aider à avoir de nouveaux points de repère pour savoir comment prendre soin de soi, comment faire face à l'emprise sur son enfant ou sur soi, et mieux comprendre le fonctionnement pervers narcissique, le fonctionnement d'un parent manipulateur et violent ou d'un grand-parent manipulateur et violent. C'est déjà une étape vers la guérison ou la guérison de son enfant. Toute démarche de protection commence évidemment par soi-même avant de protéger l'enfant. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous retrouve bientôt. Bonne journée!